Bonjour, bienvenue à Montsoureau. Nous allons attaquer la seconde partie concernant l'ufologie en Touraine et en Anjou. Ça sera la soirée du 5 novembre 90 en Touraine. Quand il y a eu l'affaire du survol des centrales nucléaires en 2014, ouais, voilà. Euh, Chinon est une des rares à pas avoir été survolée, enfin d'après ce que j'ai compris à l'époque. Donc pour revenir à cette soirée, donc dans le département, il y a 13 cas de d'observation pour cette soirée-là. Donc vers 19h, hein, vous pouvez voir la carte. Bon, elle est petite, hein, qui permet de voir toutes les observations. Donc vous pouvez voir qu'elle couvre, on va dire pratiquement tout le département, enfin, surtout le nord. Et à côté, vous avez la trajectoire de cette supposée rentrée atmosphérique. Voilà. Donc, cette soirée a été abondamment documentée, donc vous avez pu entendre tout à l'heure les différentes enfin, la conférence sur ce sujet. Donc vous avez quand même des livres qui ont été dédiés à cette soirée, comme OVNI Contact, hein, de Franck Marie, qui décrit 400 observations ce soir-là, sur toute la France, dont une dizaine en Indre-et-Loire, de mémoire. Et vous avez la revue Lumière dans la nuit, qui a beaucoup œuvré dans la recherche de témoignages concernant cette soirée. Vous avez aussi deux livres qui se contredisent, donc l'un de Didier Gomez qui est présent, et l'autre de Robert Alexandri qui est plutôt de la frange sceptique extrémiste, façon de parler, puisque eux ils me connaissent, enfin ils renient tout. Bon pour lui c'est la rentrée atmosphérique qui prévaut sur un parasitage de cette soirée par des objets inconnus. Après, moi, je tiens à signaler quand même que je suis pas partisan de l'hypothèse extraterrestre. Donc après, voilà, ça peut être n'importe quoi, mais bon, faut pas non plus tout axer sur cette hypothèse. Donc, cette soirée, comme je disais, deux cas ont été rajoutés en 2024 que j'ai enquêté avec Jean-Michel. Jean-Michel a enquêté avec moi, enfin bon. Et nous avons enquêté donc, hein. Suite à un repas à Tours, une personne a, a parlé de son témoignage et on a voulu en savoir plus, donc on a été sur place, voilà. Et on a une autre observation, on en parlera tout à l'heure, qui s'est passée au-dessus d'un stade, au stade Gramont à Tours, où là, de nombreuses personnes étaient là et bizarrement, il y a pas beaucoup, il y a un témoin qui a vu quelque chose se passer et les autres personnes n'ont rien vu, ce qui est surprenant. Mais après, ce qu'on appelle les témoins privilégiés. Ouais, enfin, disons que quelques personnes l'ont vu, mais n'ont pas témoigné. De toute façon, on les a pas retrouvés déjà. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quand même des observations qui ont été faites avant et après le 5 novembre 90. Donc, je vais vous quand même vous parler des différents cas. Alors, toutes les illustrations que vous avez là, c'est moi qui les ai faites à partir des descriptions des témoins en numérique, hein. Donc c'est comme on dit, c'est des images qui reflètent pas forcément la réalité, mais qui s'en approchent. Donc comme on peut voir, la première photo, le premier dessin montre une observation qui a eu lieu à Sorigny. Donc c'est un triangle avec des lumières à chaque extrémité. Donc rien à voir avec ce que peut décrire une rentrée atmosphérique. Le deuxième cas, jouer les tours, toujours le même soir. Donc vous pouvez voir déjà que
il y a quand même une différence. Donc après, c'est le témoin qui a peut-être une perception différente d'un autre témoin, mais c'est aussi un triangle, mais nettement plus flou. Donc je sais pas si vous arrivez à lire d'où vous êtes. Non? Vous voulez que je vous lise le texte? Alors je vous les tourne, le témoin dit « J'allais fermer les volets quand j'ai aperçu au-dessus de la maison voisine une très forte lumière suivie d'une deuxième. Lorsque là s'est passé au-dessus de notre maison, je me suis rendu compte que ces deux lumières étaient le début d'un très grand triangle, composé d'une multitude de points scintillants et clignotants. Des traînées composées d'une multitude de points scintillants et clignotants, des traînées blanchettes suivaient le phénomène, l'ensemble avançait sans bruit et d'une manière compacte sur un même plan. J'eus le temps de passer de l'autre côté de la maison pour le revoir, il est passé derrière un nuage qui l'a caché. Et après quelques instants, sont réapparus uniquement les deux gros points lumineux. Ces deux gros points n'étaient pas clignotants. Voilà, donc on peut dire que ça ressemble pas du tout à une rentrée atmosphérique. Et c'était quand même un phénomène qui était assez bas et silencieux. Bon, ça. Donc, vous avez un autre témoignage à Saint-Michel-sur-Loire, voilà, toujours à 19h, le 5 novembre 90. Alors, comme vous pouvez voir, la première image en haut, c'est quand même un triangle qui est formé par plusieurs points rouges, de jaunâtre à orange, avec derrière des traînées lumineuses. En dessous, vous avez Bléré, 5 novembre 90, toujours, c'est une forme oblongue, et c'est ça ressemble vraiment à un vaisseau, quoi. C'est une masse noire avec derrière comme un échappement. D'après le témoin, c'était une sorte de gros nuage noir qui est passé près de moi, tout près de l'horizon. De 3/4, j'ai bien vu une forme oblongue comportant à l'arrière des parois striées percées de faisceaux de lumière. Donc on peut voir, c'est vraiment encore quelque chose de très différent. Ce qui est intéressant dans cette vague du 5 novembre 90, c'est que beaucoup d'objets, beaucoup d'observations sont complètement différentes de l'une à l'autre. Donc ça aurait été une rentrée atmosphérique, les gens auraient vu sensiblement la même chose. Vous avez aussi une observation à la tour Saint-Gelin, un point lumineux, avec un triangle. Et en dessous, la Riche, donc c'est assez proche de Tours, c'est à l'est de Tours. Et c'est une observation qui a duré que 15 secondes. Mais le témoin s'en rappelle bien. C'est encore un triangle, mais avec tout un tas de petites fumées, une fumée blanche suivie par de toutes petites lumières qui scintillaient à l'arrière. Alors là, on pourrait dire aussi que ce scintillement pourrait faire penser à une rentrée atmosphérique. Or, le triangle qui est devant ne correspond pas vraiment. Passez au cas suivant. Alors là, Neuville-Pont-de-Pierre, 5 novembre par 90, toujours, lumière multiple. Là, il y a 3 témoins qui ont observé ce phénomène. Et l'ensemble a duré 70 secondes. Et c'était plusieurs couleurs, blanches, rouges, vertes. Et un faisceau blanc comme les avions à réaction, malgré ces lumières, l'ensemble paraissait plus sombre que la clarté du ciel, qui était très, très dégagée à ce moment-là. En dessous, jouer les tours. Donc, première observation, parce qu'on verra qu'on en a découvert une deuxième après. Donc, pareil, un triangle. Avec 2 faisceaux lumineux à l'arrière, toujours. Alors, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il y a beaucoup de faisceaux lumineux. Alors là, le 5 novembre 90, toujours, à Tours, à 19h10, encore un triangle avec 2 faisceaux lumineux derrière et 3 lumières à l'avant, dont une clignotante et 2 à l'arrière semblables à des sortes de réacteurs, mais jaunâtres, jaune et rougeâtres d'après le témoin.
3 lumières en triangle, mais les 2 lumières arrière plus vives et dégageant des fumées de vapeur. Voilà, c'est assez surprenant. On prend le témoignage suivant qui a eu lieu à Richelieu. Enfin, alors là, c'est 18h58 d'observation. Bon, c'est précis, hein. Et là, c'est pareil, une masse noire avec plein de lumières orange qui clignotent. Là, il a pensé au départ, le témoin, c'était 3 hélicoptères volant en formation. Bon, il dit qu'il y avait 15 à 20 lumières rouges orangées de répartition plus dense à l'amont de l'engin. Ces lumières étaient non éblouissantes et ne laissaient aucune traînée et de position géométrique relative constante. Alors là, c'est les 2 derniers cas qu'on a investigués, on va dire. Samar Lapil, donc c'est Anne, qui est professeure d'anglais au collège de Samar, qui rentre chez elle dans sa voiture. Ils sont 4 à bord et 3. Ouais, excuse. Ouais. Et ils ont fait une observation d'un énorme triangle qui est passé au-dessus de la route. Donc ils se sont arrêtés, sont descendus, ils ont regardé le truc. On va vous en parler en détail. Et l'autre observation qu'on a faite, donc Monsieur Eric Minado, j'ai découvert que c'était un de mes voisins, alors que on se connaissait pas du tout avant. Donc quoi, le monde est petit. Qui lui s'entraînait à la course à pied au stade municipal de Gramont. Pour ceux qui connaissent un peu Tours, enfin c'est en haut de l'Alouette, c'est pas loin du lycée Gramont et qui a vu une immense masse sombre se déplacer au-dessus du stade à la hauteur des plots d'éclairage. Donc voilà. Donc après, avant de revenir sur les cas, on va continuer. Donc en Indre-et-Loire, il y a quelques sites sensibles. Il y a la centrale nucléaire de Chinon, donc on en a parlé tout à l'heure. Hein. C'est une centrale de 900 mégawatts. Alors Jean-Michel connaît un peu le nucléaire parce qu'il a travaillé dedans. Cette centrale a été édifiée, comme vous pouvez le voir, entre 57 et 63. Hein, et elle n'est qu'à 8 km à vol d'oiseau de Montsoureau. Donc on peut voir quand même échapper les vapeurs d'eau d'où on est. Et pourtant la centrale est à 8 km. Mais ces fumées, on les voit de beaucoup plus loin. Donc nous, dans le temps, quand on faisait des repas ufologiques à Tours, tous les ans, on faisait une soirée de veillée ufologique, ce qu'on appelait, ce que LDLN avait lancé à une époque, et ce qui existe toujours, je crois, c'est sur ICAT. Non, ça n'existe plus sur ICAT, c'est fini. Bon, voilà, c'est des soirées où dans les débuts, quand on les motivait, on arrivait à 18h, on se faisait un genre de pique-nique et on devait rester en observation jusqu'au lever du jour. Donc ça a tenu dans les débuts et vers la fin, à minuit, 1h, tout le monde partait. Bon, après, ça dépendait des saisons. En été, c'était plus agréable. Donc, on faisait ces soirées d'observation sur les hauts de Camp de Saint-Martin. Les premières, on les a fait à Montsoureau et les deuxièmes à Camp de Saint-Martin parce qu'on a vraiment la vue sur la centrale nucléaire. Donc avec des jumelles, on voit carrément les installations, même à l'œil nu. Hein. Donc on a fait beaucoup de soirées là-bas et on n'a rien vu de particulier sauf un soir. Hein? Oui, on a vu une espèce de sphère rouge, mais on n'a pas percuté tout de suite qu'on assistait à un phénomène. Voilà, on s'est posé des questions. Beaucoup de personnes l'ont vu, mais voilà. Nous, on a percuté que le lendemain qu'on avait vu quelque chose qui était inhabituel. Enfin bon. Voilà, c'est juste une parenthèse. Vous avez le site du Repos à Mont. Alors là, ça appartient au CEA. Alors c'est un site historique. Hein, il conçoit et fabrique des ensembles pyrotechniques et des têtes pour les têtes nucléaires de la dissuasion. Bon, après, c'est un site ancien hein, qui date bien avant de la Première Guerre mondiale et qui a explosé plusieurs fois. Donc les gens qui habitent à côté, j'aimerais pas être à leur place.
Parce qu'il y a eu de nombreuses explosions, aussi bien pendant la Deuxième Guerre mondiale, par exemple, des incidents, enfin bon. Il y a eu beaucoup de victimes dans ce secteur. Mais bon, ça reste un site sensible, Mons, c'est vraiment double chemin de ronde, barbelé, enfin bon, patrouille de véhicules. Donc, il y a eu quelques observations justement dans cette région. Et vous avez le centre de détection et de contrôle de l'armée de l'air à Saint-Marc-la-Harpille, c'est ce que je vous disais tout à l'heure à propos des radars, hein, consacré à la surveillance aérienne du territoire français avec pour objectif la défense aérienne et la protection du ciel. Voilà. En y incluant les communes de Langeais, qui se trouvent à 5 km du site, et Saint-Michel-sur-Loire, et Saint-Patrice, qui n'est qu'à 9 km. Et il y a eu beaucoup d'observations à Saint-Patrice entre 1974 et 2004. Et enfin, le site basé à Nouâtre, 14e base de soutien de matériel à Nouâtre, BS MEAT, sur un ancien site qui date de 1918 et qui couvre beaucoup de spécialités, optonique, détection électromagnétique, lésions par satellite, etc., etc. Bon, à Nouâtre, il y a eu un cas célèbre en 54 d'un atterrissage, bon, voilà. Mais c'est pas le but de la soirée. Donc, vous avez ces sites sur la carte. En haut, c'est Saint-Marc-la-Pile, le Ripoll en dessous, la centrale nucléaire de Chinon et le 14e BS MEAT. Voilà. Donc, si vous voulez plus d'infos, vous avez ce bouquin. Si vous avez des questions, de toute façon, je vais passer le micro à Jean-Michel. Bonjour à toutes et tous. Premier cas, on l'a enquêté l'année dernière, c'est tout récent, un cas du 5 novembre 90, donc ça fait déjà longtemps. Et ça concerne 3 témoins. Le témoin principal, c'est Annie, qui est, comme disait Rémi tout à l'heure, professeur d'anglais, et a ramené dans sa voiture 2 Anglais qui sont professeurs de français. Donc comme ça, la boucle est bouclée. Et donc, ils arrivent de la gare, et ils arrivent très près du domicile de Annie, quelques centaines de mètres, quand ils voient des lumières devant eux, et qui sont très basses, des lumières de toutes les couleurs. Et Annie, sur le coup, a pensé que c'était un avion qui allait atterrir sur le champ à leur gauche. Et, parce que là, à cet endroit-là, c'est la campagne, des champs et des bois, des petites routes. Et puis, alors, comme ils sont inquiets, enfin intrigués, ils arrêtent la voiture, ils sortent dehors et coupent le moteur. Et ils voient passer ces lumières qui dessinent un triangle. Ces lumières qui ont toutes les couleurs, scintillantes. Et ce triangle avance à très basse altitude. Devant eux, je ne sais pas la distance, mais elle longe la route. C'est donc pas loin. Et ça passe tout doucement, très lentement et en silence. Et ils le regardent passer à peu près, Annie, elle estime, à 2 minutes d'observation. Commentaire de les 2 professeurs, c'est Peter et Tina. Et Peter, il fait un commentaire que l'objet était beaucoup plus près de la Terre que n'importe quelle étoile. Alors, il y a certaines lumières qui paraissent dégager de la fumée jaune, selon Tina, bon, et se déplacent toutes à la même vitesse. Ah, vous pensez que sur un objet solide, forcément, ils se déplacent tous à la même vitesse. Sauf que quand ils regardent à l'intérieur du triangle, ils ne voient que du noir, ils ne voient rien, aucune structure. Donc, c'est les lumières qui dessinent la forme de l'objet. On suppose que c'est quand même un objet solide, mais ils savent pas. Il y a un commentaire de Tina qui dit que c'était comme un énorme vaisseau, cependant, sans aspect de solidité. L'intérieur est sombre, il ne distingue pas la structure, c'est ça. Alors, on ne sait pas si les étoiles à l'intérieur de l'objet étaient visibles ou non. Ils ne s'en souviennent pas. Alors, l'ensemble vole en suivant la route. Pas de bruit, donc vitesse constante et très lentement. Alors, il disparaît au bout d'un moment, bien sûr. Et puis, il rentre chez eux. Annie téléphone le soir même à la station radar locale, c'est-à-dire la base de radar de Saint-Mars-la-Pile, hein, qui
qui détecte tous les objets. Et apparemment, ce qui est surprenant, c'est que cette base n'était pas en activité ce soir-là. Ça, j'avoue que je ne comprends pas, c'est quand même un site militaire. Voilà. Donc, elle a contacté également la police et la presse. Le lendemain matin, Annie, elle a écouté les informations et le reportage estimait qu'il s'agissait d'une météorite. Ça ressemble tout à fait à une météorite, ce qu'ils ont vu, hein, d'après la description que je vous ai faite. La trajectoire, si l'objet continuait sa trajectoire en ligne droite, il serait passé à environ 2,5 km de la base radar, justement, où se trouve la détection radar. Alors, il y a deux bases apparemment. Il y a une base radar et il y a un centre de détection et de contrôle. Il serait passé à 2,5 km. Donc, pas loin. Est-ce qu'il a fait un détour ou quoi? Est-ce qu'il a été détecté? Voilà. Dans ce cas-là, il n'y a pas de phare blanc, enfin de projecteur lumière blanche à l'arrière. Alors, l'objet il serait aussi passé à 4 km de la base aérienne de Tours Nord. Je vais passer au cas suivant qu'on a enquêté en 2021. Donc, c'est Eric qui vient de faire son entraînement de course à pied sur le stade de Gramont. Il voit sur sa droite une masse une masse sombre qui vient et qui passe au-dessus des projecteurs qui éclairent le stade, mais pas très haut, juste un peu au-dessus. Alors c'est une masse noire qui avance très lentement et sans bruit, et il traverse le stade dans le sens de la largeur, et il y a sur le sommet de l'objet, alors c'est un objet allongé, il est sombre, sauf sur le sommet, il y a une petite, comme un dôme, une lumière blanchâtre, et il traverse le stade comme ça. Alors, quand l'avant sort du stade, il voit pas encore l'arrière de l'objet. Alors, la largeur entre les deux projecteurs, il y a 112 mètres. Ça veut dire que l'objet faisait plus de 112 mètres de long. Donc, il passe. Et une fois que... Alors, à l'arrière, il y avait trois phares, mais qui ne projetaient aucun faisceau. C'est juste 3 phares blancs ou blanchâtres. Et tout se passe très doucement et dans le silence. Et une fois que l'objet est complètement sorti, tout s'éteint. Eric, il a l'impression qu'il est toujours là. Mais alors, comme il a fini ses étirements et tout, il prend sa voiture et il essaye de le revoir, de le retrouver, mais il n'y arrive pas. Alors ensuite, il téléphonera à la base, le soir même, à la base aérienne de Tours, et la base aérienne lui répond que c'est la 3e personne qui lui signale un phénomène de ce genre, mais la base aérienne n'a rien détecté. Ni la base de Saint-Mars-la-Pile, on lui dit. Donc, et 2 mois plus tard, donc Eric, il témoignera à la gendarmerie de Tours. Alors, il y a une attitude, les humains, ils étaient une centaine de sportifs sur le stade. Eric nous dit qu'il y en a certains qui ont vu l'objet, mais aussitôt ils sont repartis et retournés à leur activité. Il y a une sorte d'apathie générale. Son père, qui était sur le parking à côté du stade, il a vu l'objet aussi, mais ça ne l'a pas intéressé plus que ça. Sur une centaine de personnes, il y a une personne qui s'est intéressée. C'est extraordinaire. Alors moi, je trouve. Oui, parce qu'autrement, on n'aurait eu aucun vent de cette observation. Exactement. Il y a eu en parlant du nombre de témoins, vous savez il y a eu des statistiques qui ont été faites, là je détourne un petit peu, mais ça va pas durer, qui ont été faites par des scientifiques à la création du GEPAN en 1977 sur les témoins. Et ce qu'ils ont trouvé, c'est qu'il n'y a qu'un témoin, il n'y a qu'un témoin sur 10 qui parle de son observation. On perd 90% des observations, en gros. Donc ça correspond un peu, si on peut dire. Hein, heureusement qu'il y avait Eric pour ce cas-là, parce que, comme tu dis, voilà. Alors, il a été aussi un peu dépité par les explications que les médias y donnent. Et ils ont dit que, pour lui, ils ont démonté ce qu'il avait vu. Il dit qu'il est marqué à vie
par l'observation de cet engin silencieux et massif. Et pour lui, c'est une chance d'avoir vu ça. C'est comme la plupart des témoins, ils cherchent pas à faire de la pub. Hein. Tout à fait. Euh, Alors, dès quelques commentaires là-dessus, le phénomène se dirigeait quasiment sur un château d'eau qu'il y a de l'autre côté du stade. Et vous savez ou vous savez pas qu'il y a des fois, ils sont intéressés par le château d'eau. Ils s'amusent à tourner autour. On a un cas à la limite de la Touraine, ouais, à Port-de-Pile. Port-de-Pile, mais c'est la limite de l'Indre-et-Loire et c'est un autre Voilà. Oui, mais ça aurait... Semblanzé ou Larcé, d'accord. Voilà. Dans le nord du département. Voilà. Justement, toutes ces observations, enfin ces 3 observations, il y a un château d'eau. Voilà. On sait que c'est un autre sujet, dans les mutilations de bétail, beaucoup de réservoirs d'eau sont vidés, entre guillemets, pour ceux qui connaissent. Mais bon, c'est pas le sujet de ce soir. Voilà. Là, j'ai l'image là, de l'observation d'Annie en plus gros. Puis après, on va laisser. Donc, elle avait une Golf à l'époque. Et voilà la forme qu'elle a observée. Ah ben voilà. Donc on a été sur place, ça nous a fait un petit découpage, tout ça, donc ça nous a permis de voir ce qu'elle a observé, enfin ce qu'ils ont observé tous les 3, hein, parce qu'ils étaient 3. Donc voilà. Oui, il était tout près, hein, c'est-à-dire, comme on dit chez nous, une rencontre du premier type, c'est-à-dire à moins de 150 mètres. Parce que ça suivait, c'était près de la route. Ouais. Voilà, donc on va laisser Frédéric nous parler de ce qui se passe en Anjou. En Anjou également, on n'a pas été que sollicité par le phénomène OVNI le 5 novembre 90. À savoir donc dans le hall d'accueil, vous verrez un petit peu, on a mis une vingtaine de cas, sachant qu'on en a beaucoup d'autres pour raison de place qu'on n'a pas pu mettre sur le plan. Donc les premiers cas sur lesquels j'ai enquêté, c'était en 96-97. Donc ça reste quand même 6-7 ans après quand même la manifestation du phénomène. Et le dernier cas que j'ai pu relater concernant un fait de cet ordre, c'était l'été dernier, par rapport à une observation effectuée à Angers, au niveau du secteur des Banchets, par un témoin qui lui a rapporté, et se souvient, comme si c'était pratiquement hier, de l'observation d'un phénomène triangulaire de grande dimension noire qui masquait le ciel. Donc je vous ai remis un certain nombre d'articles qui ont été publiés le lendemain ou les jours suivants de l'observation du phénomène ou des phénomènes OVNI. Donc pour accréditer effectivement, parce que là on est sur du factuel et on est vraiment sur des relevés des témoignages d'après le terrain. Donc ciel mon OVNI, donc c'était la une de l'éclair, donc des centaines de témoins décrivent l'engin qui a survolé la région lundi. Et donc c'est un article, je sais pas, je vois pas là, du mercredi 7, tout à fait, 7 novembre. Également un autre article, une grande leurre a traversé hier soir celle d'Anjou. Donc toutes ces archives, on a pu les récupérer au fur et à mesure de nos recherches, à savoir les archives municipales, les archives départementales, les archives à travers les réseaux ufologiques, et également ce qu'on possédait à droite à gauche, qu'on a pu acheter ou récupérer à travers nos réseaux et nos connaissances. Le prochain, c'est donc un autre article qui s'appelle La Nouvelle République. La une également. L'OVNI garde son mystère avec donc la réinterprétation d'un phénomène qui ressemble d'ailleurs à un de ceux que vous avez enquêté, en Touraine, un cas de Touraine. Ensuite, la une du Courrier de l'Ouest. Objet volant identifié, ça, voilà, concernant un article par rapport à phénomène lumineux que tu observé lundi, qui sont tous provoqués par une météorite. Donc là, on est vraiment dans tout le début des analyses et de l'explication. Ce qui n'est pas l'explication, c'était la première hypothèse de travail concernant les résultats de cette observation. On continue un petit peu sur les coupures de presse, là aussi. On les a reproduits sur les panneaux qui sont dans le hall, de Fontenay à Noirmoutier, des Vendéens témoignent. Donc là, lisez bien les témoignages, parce que là, vous obtenez des informations très intéressantes, très truculentes, pour lesquelles vous allez avoir des éléments qui ne peuvent s'apparenter, qui ne peuvent absolument pas s'apparenter à une rentrée atmosphérique. Donc, tels des avions volants en formation, ce matin, on vous a montré en fait des images de rentrée atmosphérique, que ce soit météorite ou de satellite. Ça rentre pas en formation triangulaire. Ça va de soi que c'est pas quelque chose de structuré.
comme ça a pu être constaté dans la majorité des cas du 5 novembre. Autres articles, hein, de Nantes à Chantonnay, quelque chose de bizarre dans le ciel. J'ai remis également le petit texte, une grande lueur a traversé hier soir le ciel d'Anjou. Premier témoignage, que vous pourrez retrouver d'ailleurs dans différents reportages sur le net, hein, parce qu'il y a des bons reportages qui ont été réalisés ces dernières années, hein, concernant le 5 novembre 90, hein, avec différentes émissions. Vous avez le témoignage de monsieur, bon, j'ai masqué le nom, mais disons qu'il ne veut pas forcément masquer son identité, mais bon. C'est le document qu'il avait envoyé à différents médias concernant le phénomène OVNI. Donc ce document, vous le retrouvez sur les panneaux, et je crois absolument pas donc l'hypothèse d'une rentrée atmosphérique, sachant que le phénomène, il était à Chalonnes-sur-Loire, donc il était avec son fils, donc il a fait une petite pause, donc il était directeur d'abord, directeur d'une école, et donc il est rentré avant de rentrer, donc reprendre ses activités pour faire des devoirs avec son fils, donc il a remarqué en haut du ciel, vraiment à son aplomb, un phénomène OVNI, il ressemble un petit peu à un trapèze, mais de forme ressemblant à un cercueil volant, avec 2 traînées lumineuses, et des spots lumineux sur l'avant. Et la chose se déplaçait de manière majestueuse, silencieusement. Et donc là, on est à l'aplomb, hein, l'aplomb du phénomène. Hein, on n'est pas un phénomène qui se trouverait dans le sud de la France. Hein, on est sur autre chose. Et ce témoignage, vous le retrouverez, c'est témoin vraiment digne de foi qu'on a pu rencontrer en enquête. Il me semble que c'était en 1997. Alors la plupart des cas, beaucoup de cas ont déjà été publiés dans Lumière dans la nuit. Hein, donc on en a encore un certain nombre. Bon, entre juillet, je vais pas m'arrêter sur tout. Enfin, je vais m'arrêter peut-être un petit peu sur ce cas parce que c'est un cas vraiment considérable. Donc c'est une dame qui était une coiffeuse, donc elle sortait de son officine, et donc du coup elle a commencé à marcher, et donc en levant la tête, elle a observé un phénomène lumineux mais qui couvrait l'intégralité de son champ visuel. C'est-à-dire qu'au-dessus de Montreuil-Juigné, vous aviez une ville au-dessus de la ville qui était reflétée. Le phénomène, elle n'en voyait pas les contours et les bords. Après, le phénomène a commencé à se déplacer, continue à se déplacer très très lentement. On a pu en déterminer les contours avec quelque chose de très très structuré, comme des plaques métalliques au centre, avec des petites lumières qui clignotaient. Donc après, c'est vraiment une observation très très rapprochée, ça se trouve au niveau des toits, au ras des toits, parce que c'est pas des grands immeubles là-bas. Donc le phénomène a continué à se déplacer, et en cours de déplacement, survolant donc en direction de Cantenay-Épinard, le phénomène a changé de forme. Et là, elle a vu trois points lumineux en forme de triangle, ce qui est rapporté ici. Et pour finir, une fois que ça s'avait disparu, comme si ça s'éloignait, elle a vu des vrilles dans le ciel, comme s'il s'agissait en fait de traînées de condensation liées à un appareil, un aéronef qui se déplacerait. Voilà, bon, ça c'est des gros dossiers, hein. On pourrait quasiment consacrer 1 heure à l'étude de ces cas. On va continuer sur un cas que nous avons enquêté il y a quelques années. Donc c'est le cas de Villevêque. C'est une dame qui revenait de la garderie, qu'elle est allée chercher son enfant, et donc qui a remonté en fait en passant par devant le château. Je ne sais pas si vous connaissez, en direction du cimetière. Rendue au cimetière, elle a longé le cimetière, elle a continué, et dans son pare-brise, dans l'intégralité de son pare-brise, elle a vu cette forme. Donc là, c'est une reconstitution d'après le témoignage, comme 2 formes triangulaires à l'avant et à l'arrière. Au milieu, une partie beaucoup plus sombre avec plein de petits points lumineux, comme les petites toupiottes qui ont été rapportées. Alors ce qui est étonnant, plus ça rapprochait, plus effectivement le phénomène couvrait l'intégralité de son champ visuel, mais à ce moment-là, il s'est passé quelque chose dont elle n'a pas pu nous trouver d'explication. Après, elle a eu un blackout, entre guillemets, et s'est retrouvée chez elle. Donc elle a un temps manquant entre le moment où elle passerait sous l'objet, ou vraiment à très très grande proximité, et le fait qu'elle soit rendue chez elle. Un cas intéressant, je trouve. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, donc à Saint-Barthélemy d'Anjou. Il n'est pas tout à fait 19h, puisque vous avez deux sœurs qui sont représentées. Donc là, c'est un dessin des témoins. Volontairement, j'ai voulu vous montrer les dessins à l'état brut, hein, réalisés par les témoins, sans interprétatif. Hein. Et en l'occurrence, ce qui s'est passé, c'est que les 2 témoins devaient aller, donc à l'époque, donc on avait des vidéoclubs. Et donc, elles avaient loué une cassette. Mais évidemment, quand on prend la cassette à temps, donc on doit payer beaucoup plus cher. Donc, du coup, ils n'étaient pas 19h parce qu'il fallait qu'elles rendent leur cassette avant 19h. Des cassettes VHS. Et donc, en l'occurrence,
il était donc certainement moins le quart. Donc une des deux sœurs, en fait, à un moment donné, a levé le nez au ciel, et donc elle a vu, comme elle me disait, une énorme pièce d'orfèvrerie, quelque chose de très très beau, très très gros, et qui se déplaçait de manière majestueuse et très très lente dans le ciel. Alors pour vous dire la précision, les souvenirs qu'elle en avait, on l'a enquêté il y a quelques années déjà, c'est qu'en fait elles n'ont pas oublié toutes les deux dans quel main elles avaient les cassettes vidéo. Et donc elles ont continué à regarder ça, et ce qui les a vraiment marquées, c'est le fait que tout l'environnement était modifié selon elles. Comme si les sons étaient étouffés, absorbés par quelque chose. Et donc on rencontrait aucune âme qui vive, pourtant c'est un quartier qui est très animé, et ça les a fortement surprises, toutes les deux, et depuis, ça reste marqué comme quelque chose de féerique, de magique, de très joli, qu'elles aimeraient bien retrouver. Un cas qui avait été relaté notamment dans Ufomania de Didier Gomez, le cas du fief Sauvin, qui était aussi un ancien enquêteur de l'association du départ, qui était l'AIOU, l'association d'enquêteurs des observations ufologiques, avant qu'elle soit remplacée par OVNI Anjou. Ce qui est intéressant, donc, c'est qu'en fait, ce sont des croquis, les représentations d'un même phénomène observé au fief Sauvin le même soir. Donc, vous avez au départ donc les observations de différents témoins. Donc, le premier, vous avez sa maman. Bon, lui, à l'époque, il avait à peu près dans mes âges, donc il devait avoir à peu près 20 ans. Donc, voilà la représentation de la maman, de la sœur de 8 ans et demi. D'après son dessin. Et ensuite, s'il te plaît. Donc, ensuite, son frère et moi-même, Laurent. Alors, Laurent avait plutôt une base scientifique, on va de toute façon au niveau des rendus et au niveau de ses travaux d'enquête et de recherche, ce qui donne un petit peu tous ces croquis. Bon, globalement, ils ont tous observé à peu près la même forme, les mêmes caractéristiques de l'objet qui lui aussi est passé très très lentement et qui les a fortement marqués et imprégnés. Des cas comme ça, là c'est vraiment une petite sélection parce qu'on en a beaucoup complètement inédits. Le lycée Chauvrolier a aussi été survolé. Alors, là, je vais essayer de vous montrer avec le pointeur. Il marche plus. Alors, je sais pas si vous connaissez donc le lycée Chauvrolier qui est marqué ici. Vous avez un point rouge. Donc, le témoin est libraire. Il travaillait à l'époque à Librairie Richer. Et donc, il doit rejoindre sa compagne au bout de la rue qui est tout là-haut. Donc, il prend le boulevard, la rue qui est au niveau de la place Lafayette, à partir de Librairie Richer, pour rejoindre le lycée. Donc, arrivé déjà en bout de la rue, se rendre compte qu'il y a déjà un attroupement de personnes qui semblaient regarder quelque chose qui était intriguant. À savoir, à cette heure-là, c'était les surveillants et des étudiants, des lycéens ou étudiants qui attendaient pour aller dîner, tout simplement. Et ce qui s'est passé, c'est que ils ont continué à marcher, donc ça a duré du temps, le temps d'aller d'un bout à l'autre de la rue, elle est quand même pas si courte que ça. Ils ont rejoint toute la petite fine équipe. Ils ont commencé aussi à commenter, qu'est-ce que c'est beau, etc. Donc voilà l'emplacement, on prend un petit peu en arrière pour l'emplacement des témoins. Donc et voilà, vous avez ici le point rouge, c'est là où tous les témoins étaient rassemblés. Donc ils ont commenté, au bout d'un moment, ils ont plutôt été subjugués, imprégnés par ce qu'ils observaient, donc il n'y avait plus de commentaires du tout. Alors le phénomène se présentait comme ceci. Bon, c'est un des dessins du témoin. Je l'ai laissé à l'état brut. Donc c'était plutôt un rectangle, semblant en volume, avec un fond noir, et le tout encadré par des petits points lumineux. Alors ce qui est intéressant, c'est que ça durait très longtemps, quand même plusieurs minutes, et que le phénomène, en se déplaçant très très lentement, semblait disparaître ou s'évaporer au fur et à mesure de son déplacement de droite à gauche. Alors, autre chose, c'est qu'en fait, les témoins sont tous partis dans leur coin, sans se concerter, comme s'il ne s'était rien passé, comme s'ils avaient déjà oublié cette chose. Lui connaissait, le copain connaissait donc des amis dans le domaine de la police, et notamment des renseignements généraux. Le lendemain, au café, il dit, j'ai vu un truc hier, et ils ont dit, on sait. Voilà. Là, la fin de la conversation. Alors, tout Landry, ça c'est un cas indirect, concernant une observation qui a été réalisée par quelqu'un qui est un pilote d'un phénomène de grande dimension.
Je peux pas vous en dire beaucoup plus parce qu'on n'a pas enquêté sur le terrain, donc c'est toujours un petit peu subjectif de prendre un cas internet sans avoir vraiment fait une enquête de terrain. Mais à titre informatif, on sait il y en a plusieurs de cet ordre-là. Voilà un petit résumé des observations au niveau de l'Anjou. Donc il y a un panneau à l'entrée là qui vous permettra d'en savoir un peu plus. Mais on est tombé sur des phénomènes effectivement qui ont imprégné les témoins. Et même 35 ans après, même je dirais 40, 50 ans après, on aura encore des témoignages de gens qui ont conservé quelque chose de mémorable, de très beau, d'intriguant. Alors, en ce qui concerne les enquêtes qu'on a pu mener, on n'a pas trouvé de côté négatif. Il n'y a pas eu de choses vraiment qui ont apeuré les témoins. Je ne sais pas si c'est la même chose de votre côté. Non. Voilà, donc c'est un constat. A priori, c'était plutôt joli à voir. Il n'y a qu'en Amérique du Sud qui sont agressifs. Mais pour les 50 ans 90, on n'a pas, nous, au niveau de nos recherches, mais ça peut être, on n'a pas constaté, en fait, que le phénomène pouvait sembler agressif parce qu'il était aussi très lumineux, très chatoyant, très joli. Un petit peu quand on espère un énorme de feux d'artifice. Le témoin de Saint-Barthélemy disait un petit peu comme un bijou qui brillerait de toutes ses facettes. Et c'est ça qui est intéressant et il y a quelque chose de très attractif, très intriguant. Le cas du Levec est plus intriguant, le fait effectivement de ce missing time en la proximité du phénomène. Mais je crois qu'on n'a pas fini de découvrir beaucoup de choses et l'objectif c'est évidemment de continuer à parler de tout ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors après, moi c'est vrai que pour l'Indre-et-Loire, j'ai vraiment survolé entre guillemets, parce qu'on ne peut pas rentrer en détail tous les cas, parce que surtout qu'il y a des enquêtes qu'on dit le temps de rencontrer les témoins, de prendre des rendez-vous, ça peut durer longtemps, quoi. Je voudrais revenir sur la vague de 90. On en joue, pas loin d'ici, à Fontauroux. Sur la route de Fontauroux, en allant de Montsoreau à Fontauroux. J'ai une amie qui était témoin d'un gros truc. Malheureusement, elle n'est pas là, elle n'ose pas en parler. Jean-Michel connaît d'ailleurs. Oui, on l'a enquêté tous les deux. Voilà. Donc, Même plus qu'on était. elle s'était arrêtée. Il y avait un dépotoir sur le bord de la route, un dépotoir sur le droit. Et elle s'est arrêtée pour mettre quelque chose au dépotoir. Et quand elle a levé la tête, elle a dit voir une ville passer au-dessus d'elle, quoi. Une ville, quoi. Voilà. Je te rejoins, Joël, par rapport à ce que tu viens de dire, parce que moi, j'ai enquêté à un moment donné, mais concernant la ville de Martigny-Briand. Martigny-Briand, on a eu des informations concernant le 5 novembre 90 qui faisaient état comme si la ville se reflétait au-dessus de cette ville et qui serait restée stationnaire pendant de très très longues minutes. Et des cas comme ça, Oui, et pas loin, le même jour, un copain aussi, on l'a vu au repas ufologique, là, qui a vu la même chose, hein. Passer au-dessus de lui. Et pour en revenir sur des cas qui ont été enquêtés par Joël Ménard, notamment il a pu constater un des phénomènes observés, parce que pour résumer un petit peu ce cas-là, en fait il y avait des élèves de deux écoles différentes qui étaient situées à peu près 1 kilomètre l'une de l'autre, et à un moment donné le phénomène est observé par un groupe d'élèves, et ils ont pu constater, ils ont appelé par le téléphone évidemment à l'époque, téléphone fixe, d'autres copains qu'ils avaient dans d'autres écoles, et le phénomène se déplaçait, donc une masse noire, et ils ont pu constater que le phénomène faisait 1 kilomètre de long. Donc, par contre, je pense que moi, la vague de 90 qui a traversé toute la France d'est en ouest, d'ouest en est, a traversé toute la France, et il y avait les deux. Il y avait et une rentrée atmosphérique et un phénomène ovni. Il y avait les deux, apparemment. Oui, on le nie pas, hein, qu'il puisse y avoir les deux. Je dirais qu'il puisse y avoir les deux. Il puisse y avoir les deux. De manière concomitante. Mais est-ce que le phénomène a profité de cette rentrée atmosphérique pour se manifester? Ou est-ce qu'il s'est manifesté avant, ou sans savoir qu'il y aurait une rentrée atmosphérique? Voilà, c'est compliqué, c'est très complexe. L'affaire est de ce point de vue-là. Mais nous, ce qui nous importe, c'est surtout de mettre en avant les témoignages avec des éléments factuels qui vont à l'encontre de l'hypothèse officielle. Et là, évidemment, on a suffisamment d'éléments. Il disait que c'était les restes d'une fusée russe ou un truc comme ça. Voilà. À propos de l'observation de Montsoreau. Excuse-moi. Pour l'observation de Montsoreau, donc qu'il y a eu, c'est à même pas 1 kilomètre d'ici, sur la route de Fontevraud. C'était un triangle noir avec des petites lumières autour, et il se déplaçait dans le sens opposé à la rentrée atmosphérique. Il allait dans l'autre sens. Donc là, ça peut pas être la rentrée atmosphérique, hein, et c'était à basse altitude. Et justement, je rebondis sur toi. Effectivement, on se rend compte qu'il y a effectivement des trajectoires qui sont complètement différentes.
Il y a des phénomènes stationnaires. Il y a également des phénomènes dont la durée ne peut pas coïncider avec l'entrée atmosphérique. Il y a également des phénomènes pour lesquels on se rend compte que les distances et simplement les dimensions à bout de bras ne collent pas. Et puis également, donc la durée qui est importante, les distances, les caractéristiques avec des faisceaux tronqués. Enfin bon, c'est considérable. Il y a aussi les phénomènes qui se mettent à tourner autour d'une antenne de télécommunication. C'est rare qu'une rentrée atmosphérique soit mise à tourner autour des antennes de télécommunication. Également constater des phénomènes du 5 novembre qui changent de trajectoire en cours de déplacement ou qui changent de forme. Il faut savoir qu'il y a eu beaucoup de témoins aussi, notamment au-dessus de l'océan Atlantique, parce qu'à l'époque, il y avait je crois que c'est le Vendée Globe, hein, il me semble. Non, c'est la route de Rome, et donc il y a un des skippers qui a observé le phénomène. Et d'autres ont observé, en fait, des phénomènes se transformant. D'ailleurs, j'ai mis une petite vidéo sur le petit ordinateur là-bas où il y a des reconstitutions de phénomènes du 5 novembre, qui est très bien fait, qui date d'il y a un certain nombre d'années, et sur lequel vous verrez que c'est très complexe. Il y a une forme un petit peu dominante, c'est quand même la forme triangulaire, mais pas que. Moi, je dirais, c'est un inventaire à la Prévert. Je dirais pratiquement à chaque témoin, vous avez une observation différente avec des caractéristiques différentes. Mais ce qui est important à noter dans ce cas-là, c'est l'impact psychologique sur le témoin. Chose qu'on ne retrouve pas dans le cadre de gens qui observent des rentrées atmosphériques classiques. Moi, c'est à propos des observations que vous avez évoquées, dont une certaine avec beaucoup de témoins, comme celle à côté du lycée. On regrette juste une chose, c'est que les portables n'existaient pas à l'époque, parce qu'il y aurait eu pas mal de parasies, à mon avis. Parce que le temps que tu sortes ton portable, que tu veuilles prendre une photo, puis surtout qu'un portable, bon, ils ont évolué au niveau de la qualité numérique, au niveau de l'image, mais généralement, ça donne rien, même avec un bon appareil photo. Nous, on a un cas à jouer les tours d'une personne qui revenait d'un concert le soir, qui a observé d'ailleurs le GEPON a enquêté sur ce cas. Ils ont enquêté, nous on l'a repris derrière, hein, et on s'est rendu compte que bon. Enfin bref, ils se sont arrêtés et elle avait sa compagne avait un appareil photo professionnel. C'était une sphère orange lumineuse et elle l'a pris en photo et c'est vrai que c'est difficile de déterminer ce que c'est, même en zoomant, parce que bon, il y a une question de qualité, mais c'est rare les photos si c'était facile, il y aurait beaucoup plus de photos que ça, quoi. Et puis sur les cas d'observation rapprochée, qui est un petit peu notre spécialité au Venez-en-Joue, hein, on a eu des gens dont les témoignages d'observation ont duré de très longues minutes, mais ils ont été tellement captés ou paralysés, hein, liés soit à la peur, soit induits par le phénomène, qu'il est très très compliqué de prendre une photographie. On a un cas que Jean-Michel a particulièrement enquêté près de Poitiers, que nous allons pouvoir vous présenter demain, où le témoin avait son téléphone portable et puis donc a voulu aller le chercher, et puis donc le phénomène avait disparu. Est-ce qu'elle l'aurait eu avec elle? Mais elle n'a pas eu forcément le réflexe. Hein. Pour rebondir un petit peu sur le GEPON, demain je vous présenterai un dossier très intéressant d'un cas revisité, parce que le GEPON revisite les cas, nous on a revisité un cas, et vous allez voir un petit peu, découvrir 2-3 petites choses truculentes concernant des documents qui sont modifiés. 3 petits points. À demain, je pense ça. Concernant le 5 novembre, ce qu'il y a, c'est que là, on prend les cas un par un. Sur LDLN, je sais qu'ils avaient fait un numéro spécial avec les cas un peu particuliers, mais si on réfléchit bien et qu'on regarde une vue d'ensemble, grosso modo, ça voudrait dire qu'il y a eu la traversée des restes, et ensuite il y a eu une masse de témoignages, grosso modo, sur toute la France, alors là, on regarde les images que vous avez montrées tout à l'heure, les unes après les autres. Ça ressemble quand même, quelque peu au passage de la rentrée atmosphérique. Ce qu'il y a, c'est que si on réfléchit bien, ça fait énormément d'ovnis, grosso modo, de formes complètement différentes, ou alors quand même approchantes de la rentrée. C'est le triangle qui prédomine. Oui, voilà, mais peut-être que le hasard a fait qu'il y ait 3 morceaux qui naviguent en triangle. Une fois qu'ils ont acquis une vitesse de rentrée, il suffit qu'ils fassent un peu Le problème, c'est que c'est difficile parce qu'on sait qu'un témoignage est fragile et que chacun interprète à sa façon. Donc, non, mais ça, 3 témoins et trois objets différents. Voilà, justement, ce qu'il y a, c'est qu'on se retrouve avec d'un seul coup
des centaines d'ovnis partout en France, grosso modo triangulaires. Et tout à l'heure, on évoquait le nucléaire, on voulait déterminer un mobile, si je puis dire. Là, en l'occurrence, quel serait le mobile? Alors là, il n'y a aucune logique en fait. Vraiment, on ne sait pas. Et est-ce que le nœud gordien, pour reprendre un peu Pinvidic, sur cette vague justement, c'est pas les témoignages qui, par exemple, si le témoin il dit c'était dans le sens inverse, peut-être que non en fait. Enfin, vous voyez. Est-ce que non. Enfin, je dis. Ça a duré, Je ça veux a pas. duré qu'une soirée, mais Non, mais je suis d'accord. Je veux pas faire mon pseudo-sceptique. Et donc, de toute façon, en fait, il y a eu un travail statistique qui a été fait. C'est la moyenne. En fait, la moyenne, ça a été positionné à 19h. On a eu des cas quand même depuis 18h30 et d'autres jusqu'à 20h30. Donc, c'est quand même bon. Mais la majorité des cas allaient dans la même trajectoire. Il y a des cas où il y a eu des trajectoires contraires. Il y a des durées d'observation beaucoup plus longues qu'une rentrée atmosphérique. Donc, effectivement, mettre la poire en deux, bon, entre guillemets, ça permet de calmer tout le monde. En ce qui concerne les qualités d'observation des observateurs, il y a cet aspect aussi psychologique qui n'a pas été suffisamment pris en compte dans cette vague, sauf par Joël Ménard, parce qu'il a considéré effectivement qu'il y a le côté, effectivement, tous les boulons possibles, probables, hein, d'un certain nombre de cas, mais il y a aussi l'impact psychologique sur le témoin. Et chose que là, je vous dis, des années après, il y a un effet post-traumatique, mais là, positif. Et le nombre de cas se compte par milliers, voire dizaines de milliers. Simplement, à l'échelle d'un département, si on a même pas, on a 10%, si on en a 20, imaginez 200 cas. Alors, ce qui ne veut pas dire qu'il y ait 200 forcément phénomènes. Il peut y en avoir plusieurs vus sur des angles différents. Mais de là à une hypothèse unique, c'est très très compliqué à pouvoir déterminer sur une durée aussi longue. Il faudrait une reprise de l'ensemble et faire une étude globale. Il faudrait qu'il y ait un gars courageux qui. Je vous l'accorde parce que quand on regarde la littérature ufologique, on n'en a repéré que très peu. Donc évidemment, il y a l'ouvrage de Franck Marie qui, lui, a fait un appel à témoins à niveau national, même au niveau international, qui a obtenu pas mal de témoignages, avec lequel a travaillé Didier Gomez. Didier Gomez a sorti un ouvrage remarquable également d'études, d'analyses également sur l'heure des ovnis pour son département où il était à l'époque. Il y a Rémi Fauchereau qui a sorti un ouvrage aussi passionnant. On en a trouvé un autre d'un témoin dans les Deux-Sèvres qui vient de sortir un ouvrage également, mais on se rend compte que la littérature ufologique, hormis tout ce qui a été publié dans Lumière dans la nuit, et c'est quand même très très pauvre, au vu au regard de cas aussi conséquents. Après, ce qu'il y a, c'est que dans les deux sens, il y a quand même des éléments. Là, on parle des ovnis, quoi, entre guillemets. Il y a Robert Alessandri. Bon, alors je sais que la plupart l'aiment pas. Non, mais on est d'accord. Mais moi, j'apprécie son travail quand même. Il bosse bien, c'est assez carré. Moi, je trouve. Mais attention, je dis pas que les autres sont pas carrés au niveau étude de l'OVNI. Attention. Mais le mélange des deux. Enfin, chacun bosse de son côté. Si ça mélangeait un peu et justement qu'il y avait quelqu'un qui conduisait quelque chose un peu d'au-dessus, on pourrait peut-être avoir des éléments de réponse. Et ça aurait été le boulot du GEPAN, par exemple. Mais bon, il y avait d'autres intentions. Mais en ce qui concerne Alessandri, il faut savoir aussi qu'il a eu un procès avec Jean-Jacques Velasco. Il a perdu son procès. Donc, du coup, il a durci un petit peu sa position. Et il a même remis en cause les cas d'école par rapport à cette vague d'OVNI. Bon, mais je pense que le travail de terrain, c'est quand même ce qui manque aussi. Là, on est vraiment dans l'interprétatif. Donc, on fait ce qu'on peut avec nos petits moyens au niveau des deux associations pour récupérer des cas concernant le 5 novembre 90 ainsi que d'autres. Mais il est évident qu'il faut de la rigueur, il faut du temps, de la précision, il faut des faits et ça prend du temps. Et il faut des moyens. Moi, vous me remplacez mon salaire de prof pour faire ça à temps plein, moi je dis ok. En tout cas, LDLN reste un document de référence sur cette vague. Il y a vraiment des bons éléments aussi sur LDLN. Et vous retrouvez les numéros que j'ai aussi mis dans le hall, que vous pourrez consulter également. Une dernière question, parce qu'après on va passer à une petite pause. Oui, c'était tout passé là. Du derrière. Pour les phénomènes liés au 5 novembre 1990, est-ce qu'il y a eu des témoignages des autorités? Vous avez fait allusion notamment au fait que la base radar était soi-disant inactive ce soir-là, ce qui est quand même bizarre.
Et je vous pose cette question parce que bon, je suis comme tout le monde ici, je pense qu'on a envie d'y croire et puis il y a des phénomènes qui sont inexpliqués, c'est clair. Mais sur beaucoup des témoignages là du soir du 5 novembre 1990, ça me rappelle quand même une histoire qui s'est déroulée à peu près à la même période, si je dis pas de bêtises. L'armée américaine faisait des essais du F-117 et la forme qui est détaillée, qui est par beaucoup de témoins, ça me ferait penser un peu à un F-117. Alors, oui, bon alors, après, au niveau de l'aéronautique, bon, un F-117 peut pas faire du surplace, on est d'accord. Il y a des règles quand même, hein, il y a une portance. En même temps, ça vole une certaine altitude, on est d'accord. Sinon, ça se pose, ça se crache, ça s'écrase. C'est les règles de l'aéronautique. Là, on a l'impression, pour rapport à un certain nombre de phénomènes qu'on a étudiés et analysés, qu'elle fait fi la gravité. En pivotant sur des oscillés, par exemple, on a des cas concrets qui vont au-delà. On se dit, effectivement, il y a une grosse problématique, il y a une question. Comment ça se fait? Savoir que les phénomènes observés dans les années 40, 47 et après, on a constaté les mêmes effets. On est à 70 ans après, aucune technologie au monde n'est capable de pouvoir avoir ce genre d'appareil. Mais de mémoire, il me semblait que le F-117, Sciences et Vie avait fait un article justement à propos de la vague belge, fin 89, début 90, et l'hypothèse ne tenait pas, quoi. Parce que soi-disant que les autoroutes belges étaient éclairées. Après, je vois mal les Américains faire des essais en Europe sans autorisation, et en cas de problème technique, ça risque de faire un clash, quoi. Et il y a aussi un autre point, c'est que toutes les observations, je ne vais pas dire toutes parce que je connais pas tout, mais il y en a énormément et sont en silence. Tout est silencieux. Un F-117, ça fait un boucan pas possible. J'interviens sur le F-117. Moi, je l'ai vu en vol à partir de l'aéroport du Bourget. Bon, en 1990, cet avion était connu. Faut arrêter les plaisanteries. Cet avion était donc dans l'inventaire de l'US Air Force. Il est intervenu dans les semaines qui ont suivi lors de la guerre du Golfe, donc à partir de début février 1991 en opération. Donc il n'y avait rien de secret. C'était un avion furtif. Les avions furtifs sont étudiés depuis le début de l'aéronautique, pour ainsi dire. Donc c'est oublier cette piste. C'est un truc pour les gens qui ne connaissent pas bien le milieu aéronautique. Et puis, je vois pas le F-117 passer sur un stade d'athlétisme, comme au stade de Grammont autour. Là. On aura des projecteurs sans bruit. En manœuvre aérienne, le F-117, c'est un avion entre guillemets lourd. Il est assez maladroit. Il a... Et brillant, ça on oublie. Comme les avions en réaction. Donc là, quand on voit les descriptions données par les témoins, mais c'est pas valable uniquement pour le 5 novembre 90, parce que c'est souvent la sauce qu'on nous sert actuellement. J'ai entendu dire récemment que on a découvert le B-21, le bombardier furtif, là au mois de avril, mai, juin de cette année, compte tenu du contexte géopolitique, notamment avec l'Iran. Non, le B-21 est connu dans les milieux aéronautiques depuis déjà quelques années. Oui, le B-21, il va remplacer le B-2. Donc, dans les revues aéronautiques spécialisées, entre autres, on connaît le B-21. On ne l'a pas découvert en 2025. Alors, on va peut-être arrêter pour ces questions-là pour le moment. On va laisser une petite pause de 5 minutes, puis après on va passer à la conférence avec Charles-Maxence Laillé. Demain, vous retrouverez la dernière partie de la conférence concernant le 5 novembre 90, que je co-présenterai avec Didier Gomez sur des cas encore plus extraordinaires concernant cette vague. Merci à vous.